Salut tout le monde. Mais qu'est-ce donc? Il a quelque chose de différent aujourd'hui. Que se passe-t-il? D'où lui vient cette assurance à toute épreuve et pourquoi est-ce qu'il n'arrête pas de me regarder? Et oui, désormais, les coins lecture sont écrits. Plus besoin de vous renvoyer à mes notes de lecture, je suis littéralement en train de vous réciter mes notes de lecture. À se demander pourquoi je l'ai pas fait plus tôt, c'est presque comme si j'étais con. Mais alors du coup, je suis en train de lire un prompteur pour la première fois de ma vie, donc ça risque d'être bizarre. Alors le temps que je m'habitue, je vais vous demander d'être indulgent. Indulgent. Cela étant dit, nouveau mois, nouvelle lecture, et en l'occurrence, nous attaquons un mois spécial Disney. Ce mois-ci, je n'ai lu que des œuvres dont le titre va être familier et qui va susciter dans votre imagination l'apparition de personnages colorés aux yeux énormes, où les gentils vivent heureux pour toujours, et où les méchants décèdent dans un abominable et cruel concours de circonstances. On est les gentils, on extermine les méchants. C'est ce que font les gentils. À l'heure où la maison aux grandes oreilles essaye de moderniser ses classiques en leur privant de tout ce qui fait d'eux des intemporels, je me suis dit, hey, mais c'était des classiques de la littérature avant de devenir des classiques du lecteur VHS. Alors que valent les versions originales, les livres, les nouvelles, les bouquins dont sont adaptés les films d'animation Disney? Et pour plus de fun, pour chacun de ces livres, je vais vous dire si j'ai préféré le livre ou le dessin animé. Ah, ça va faire réagir dans les commentaires, ça, on adore. Mais, avant de plonger dans Disney, où est-il? Il est là. Vous le savez, tous les mois, je pioche une lecture parmi mes livres de viewers, et ce mois-ci, c'est tombé sur Interdit et cicatrice de Maya Christiansen. Donc c'est une nouvelle qui parle d'un couple gay qui se réunit dans une clairière pour évoquer leur passé respectif. Et bon, on va pas faire durer ce qui n'a pas besoin de durer, je n'ai vraiment pas aimé cette petite nouvelle pour des raisons que je vais détailler très bientôt, à la demande de l'autrice et dans l'espoir que mon retour sera d'une aide quelconque. Donc, c'est l'histoire d'un couple de deux adolescents anonymes qui se retrouvent dans une clairière pour parler de leurs cicatrices respectives. Par un hasard très pratique, il se trouve que toutes les cicatrices qu'ils portent ont un rapport avec les difficultés qu'ils ont dû affronter dans leur vie, rapport à leur orientation sexuelle. Et quelque part, tant mieux. Tu veux savoir comment j'ai eu cette cicatrice ? Je me suis trop gratté quand j'avais eu la varicelle quand j'étais gosse. Bon, le propos était un peu limité. La nouvelle a deux défauts principaux. Le premier, bon, vous l'avez vu venir, dès que je dis l'un d'entre vous, vous savez qu'il y a un mot qui va pointer le bout de son nez. Il y a un truc qui revient toujours, et pas d'exception cette fois-ci, le style. Bien sûr, le style, toujours le style. En l'occurrence, l'essentiel de la nouvelle est un dialogue, donc des gens qui parlent, des répliques de gens qui parlent, et je ne crois pas une seconde que ce sont des gens qui parlent. Parce qu'ils parlent tous les deux comme des livres. Vous le savez, les coins lecture sont écrits maintenant, j'ai un texte sous les yeux, mais je me débrouille pour que ce texte ressemble à du langage parlé, avec les premiers mots qui viennent, avec des structures incorrectes, mais plus rapides à comprendre, plus instinctives, comme les gens parlent, quoi. Et eût-il été plus correct de rédiger en des termes plus recherchés l'opinion, forgée par la lecture de cette nouvelle? Pour plus raffinée qu'en eût alors été cette vidéo, elle en eût néanmoins perdu sa principale qualité, l'accessibilité et la connexion émotionnelle. Et surtout, de temps en temps, l'autrice se rappelle que c'est un dialogue et repasse au langage familier ou vulgaire, ce qui donne l'impression que le style n'est pas maîtrisé. Bon, ça n'aide déjà pas beaucoup à ce qu'on s'attache à ces deux personnages. Ce qui n'aide pas non plus, c'est qu'ils n'ont pas de nom. L'autrice se réfère à eux comme les garçons de mon histoire. Ça peut être n'importe qui, donc c'est des personnages qui ont zéro trait de personnalité et surtout zéro histoire. On va revenir sur ce qu'ils ont d'histoire, ce qui se raconte entre eux, mais je serais infoutu de vous dire un mot sur l'un d'entre eux ou sur une éventuelle différence entre les deux. Ils sont pas caractérisés, ils sont personne. Est-ce qu'il y en a un des deux qui aime faire des blagues, qui aime la techno, le rugby, les Lego, le théâtre contemporain, qui prend des cours de japonais, qui rêve de devenir chirurgien ou pompier, j'en sais rien. Je sais strictement rien de... À part un truc, et ça c'est le deuxième gros défaut du livre, ils sont absolument parfaits. Ils affrontent les pires trucs avec beaucoup de courage et font face à l'injustice de la vie, même si eux n'ont aucun défaut et n'ont jamais besoin de se remettre en question. Et bon, déjà c'est saoulant, mais ce serait beaucoup moins s'il n'y avait pas le personnage du père. Le père de l'un d'entre eux, je sais plus lequel, ils n'ont aucune différence, l'alcoolique, macho, homophobe, raciste, bref, Satan, sans la moindre qualité rédemptrice. Alors, soyons bien clairs, je sais que ce genre de personne existe, mais dans le cadre du récit, j'y crois pas. Il est trop imparfait, et eux trop parfaits pour que j'y croie. Et du coup, ce qui découle de cette espèce de vacuité des personnages, du fait qu'ils soient rien, c'est que on s'ennuie énormément avec eux. Ils se racontent rien à part des histoires
un peu cliché, mais malheureusement encore très présente, d'homophobie, comme de ne pouvoir se confier qu'à sa sœur. Évidemment, le père est homophobe, alcoolique et violent, alors que ça aurait été tellement plus simple et crédible que ce soit juste un con. C'est-à-dire un homme qui s'est toujours attendu à ce que son père lui ramène à ce que son fils lui ramène une copine. Le gamin lui dit en fait j'aime les hommes. Le père réagit bêtement en se disant oh, c'est une phase ou je sais pas de quoi tu parles ou enfin un réflexe con quoi d'un homme normalement con, pas de Belzébuth. Là le père il bat sa femme qui voit un médecin en cachette dans un hôtel. J'ai pas trop bien compris pourquoi elle voit le médecin en cachette dans un hôtel. Non, je sais ce que vous vous dites. Si elle voit un médecin en cachette dans un hôtel, on sait très bien pourquoi. Non, en l'occurrence, c'est vraiment juste pour avoir des soins. Parce que Captain Perfection numéro 1 les suit jusque dans la chambre d'hôtel un jour. Qui veut surprendre sa mère en plein adultère? Bon, mais non, en l'occurrence, la mère aussi est parfaite et reçoit simplement des soins dans un hôtel. Je sais pas pourquoi. Et quand elle finit par mourir, parce qu'elle était gravement malade, évidemment, Captain Perfection lui fait son coming out. Évidemment, elle accepte sans problème. Le père, qu'est-ce qu'il fait? Il frappe le médecin. Parce que c'est Belzébuth, je vous dis. À l'enterrement, il est bourré. Et il se bat avec des gens. Et c'est Captain Perfection qui fait l'oraison funèbre. Ah oui, puis alors, les gentils, c'est des elfes dans cette nouvelle. Ils grimpent aux arbres, ils regardent des troncs, ils caressent l'herbe, ils écoutent les grenouilles. Il n'y en a pas un qui va regarder RuPaul's Drag Race, manger une pizza ou kiffer le MCU, si vous voulez. Et la combinaison de la maladresse du style et de la vacuité des personnages donne une impression de cucuterie, je vous jure. Il y a des répliques, je me suis demandé si c'était pas des mèmes sur Facebook ou Insta. Tu sais que l'autrice a dû placer dans ses dialogues parce qu'elle avait perdu un pari. Genre, je provoque peut-être ton sourire. Ça fait très bizarre du coup parce que je lis le prompteur alors que c'est écrit dans le livre. Genre, je provoque peut-être ton sourire, mais je suis malheureux lorsqu'il ne trône pas au coin de tes lèvres. Et je fais peut-être briller tes yeux, mais sans toi les miens ne scintilleraient pas. Alors, si vous aimez ce genre de dialogue, si vous êtes sensible à autant d'affection quoi, dans la démonstration des sentiments, foncez tête baissée. C'est un concentré de ça. Mais si vous êtes comme moi et que vous préférez... la subtilité, quoi, les non-dits, voir une romance se développer naturellement. C'était pas une lecture agréable. Je l'ai lu juste après Oliver Twist, dont on parlera plus tard, et elle m'a semblé beaucoup plus longue, parce que je pouvais m'attacher à rien, quoi. Et enfin, j'aimerais dire un dernier mot, un sujet que j'ai pas souvent l'occasion d'aborder, même concernant vos romans, l'orthographe. J'ai appris à arrêter de juger l'orthographe des gens et à ne pas les reprendre dans les commentaires parce que on ne sait pas qui écrit. Peut-être qu'en face la personne est dyslexique ou dysorthographique, peut-être que le français n'est même pas sa langue maternelle, ou peut-être simplement qu'elle n'a pas eu un accès aussi facile que le tien à une éducation, que l'école c'était difficile parce qu'à la maison c'était difficile, bref. Juger l'orthographe de quelqu'un en partant du principe qu'il avait les mêmes cartes que toi dans la vie, c'est à la fois mesquin et débile. Cependant, là on parle d'écrire un livre. J'ai relevé une petite dizaine de fautes, avec une nouvelle de moins de 50 pages. Et ça, c'est pas normal. Si tu veux juste écrire un commentaire, fais du mieux que tu peux, mais si tu veux écrire un livre, fais le mieux possible. C'est pratiquement une question de politesse envers le lecteur et de respect envers toi-même. Si l'orthographe n'est pas nickel dans ton livre, ça veut dire qu'au fond, c'est pas important, quoi. Que ça ne nécessite pas plus de soin que ça. Et c'est pas un message que tu devrais faire passer au lecteur. Bref. Désolé pour ça, vous savez, j'aime pas dire du mal de ce que vous écrivez, mais j'espère sincèrement que mes retours servent à quelque chose. L'autrice a écrit ce livre il y a plus de 5 ans, elle avait que 19 ans, et on devine chez elle une grande sensibilité. Il y a moyen d'en faire quelque chose de meilleur, j'en suis sûr. Et encore, je dis meilleur, il s'agit que de mon opinion, le meilleur moyen de vous faire la vôtre, c'est encore de lire le livre. D'une nouvelle de moins de 100 pages, on passe au méga pâté Oliver Twist de Charles Dickens. Alors, la première heure de lecture est consacrée à l'introduction de Silver Mono et la préface de Dickens. Silver Mono, le traducteur du coup du livre. Intro est rafraîchissante d'ailleurs parce qu'en plus de nous donner beaucoup de précieuses indications biographiques sur l'auteur, Mono, ce livre a une critique très ouverte du livre. Genre, ça se veut drôle mais ça l'est pas, au début le style est médiocre, enfin il mâche pas ses mots quoi, et ça fait du bien. Donc voilà, après cette première heure de lecture, enfin on commence le roman, et ce qui frappe d'entrée de jeu, ce que je ne m'attendais pas du tout à découvrir à la lecture de mon premier roman de Dickens, c'est qu'il y a beaucoup d'humour dans son écriture. Alors,
C'est un humour très caustique, mais c'est drôle. L'auteur se moque ouvertement du système de protection des indigents anglais. Il est très sarcastique, et souvent ça fait sourire. Alors attention, hein, c'est Oliver Twist, c'est pas la grosse marade. Il y a pas de chihuahua, si vous voulez, doublé par Patrick Hernandez, latino, qui drague une caniche vaniteuse. Mais il y a la volonté de faire sourire. Et c'est rassurant au début du roman parce que tu te dis, si c'est pour plonger la tête la première dans la misère la plus crasse de la société britannique, et c'est clairement là qu'on plonge, oui, autant qu'on se détende un peu les nerfs du fiac. On découvre le personnage d'Oliver Twist, charmant orphelin de 10 ans qui passe son temps à pleurer parce que sa vie est, il convient de le dire, à chier. Il est détesté par Monsieur Bumble, son appariteur, personnage vaniteux, cruel et vraiment drôle. Puis il trouve un travail chez le croque-mort, où la femme, l'apprentie et la bonne du croque-mort le détestent. Ah. Il finit par s'enfuir à Londres, où il est recruté par Artful Dodger, traduit par le Petit Finot, et le chef de la bande, le juif Fagin. Et je précise qu'il est juif, parce que pendant tout le bouquin, Dickens va l'appeler le juif. Si je suis un gamin qui lit ce livre, j'ai peur des juifs à vie, parce que Fagin est le pire personnage du roman. Oh, d'accord que... Oh si, c'est le pire. Mais on pourra en discuter d'ailleurs demain après-midi sur la chaîne LixTS, sur Twitch, si vous voulez. On peut en discuter parce que c'est l'un des gros points forts du livre, d'après moi, ce sont les personnages. D'abord, pour un amateur de catch et de comics comme je le suis, c'est très rassurant d'avoir un bon gros manichéisme. Il y a les gentils et il y a les méchants, et surtout le plus important, il y a les nuances de gris entre les deux. Alors, Oliver est un petit ange, c'est le personnage le plus pur que j'ai jamais lu. Le gamin, il est né dans un caniveau, il est élevé par des connards et il a un meilleur langage que moi. Il est poli, il est affable, il est reconnaissant. J'ai un peu de mal à le croire, mais pourquoi pas. De son côté, Sykes, on va dire camarade ou associé de Fagin, est une force du mal, concentré de violence et de méchanceté, et entre les deux, on a la pauvre Nancy, une gamine au cœur pur, souillée par les méchants. On a Fagin, énorme pourriture, qui est quand même protecteur avec sa bande. On a Charlie Bates, de la bande de Fagin, qui finit par se ranger quand les affaires du juif vont trop loin, et d'une façon assez agréable, le livre ne tombe pas dans le piège bête, les riches sont méchants et les pauvres sont gentils. Ou le piège bête inverse d'ailleurs. Il y a des pourris chez les pauvres et chez les riches. Bref, c'est un monde en noir et blanc où on évolue en nuances de gris, ce qui est à la fois confortable et malin. Parlant de ça, il y a deux personnages qui sont peut-être moins connus dans ce roman et qui m'ont davantage touché personnellement. Alors, pas spécialement Oliver, parce que mine de rien, je sais pas dans quelle mesure c'est vraiment son aventure. C'est vraiment plus un objet que le sujet de sa propre histoire. Au départ, il donne l'impulsion du récit, parce que dans un des passages les plus célèbres du livre, il perd à la courte paille et il redemande du gruau, et c'est à partir de là que les adultes vont se dire que c'est une petite racaille et qu'il devrait crever. J'exagère pas, c'est littéralement ce qu'ils se disent. Avant de l'envoyer chez un croque-mort, ils envisagent de le faire travailler sur un bateau pour un marin réputé violent dans l'espoir qu'il le tue avec une barre de fer. La violence inouïe des adultes à l'encontre d'Oliver est franchement presque comique au début. Monsieur, il a dit qu'il revoulait du gruau. Il faut l'exterminer. Bref, donc, il y a ce passage où Oliver est un peu acteur de son histoire, et encore, il perd à la courte paille, bref. Et il y a aussi la fois où il veut remercier la première famille qu'il accueille chez Monsieur Brownlow. Sinon, c'est l'histoire de gens qui veulent corrompre ou tuer Oliver contre les gens qui veulent le sauver. Et donc, je disais, dans la première catégorie, on a trois personnages vraiment cool, mais assez connus. On a Fagin, puis Sykes, puis Monks. Dickens se débrouille d'ailleurs très bien pour qu'on ait l'impression que chacun est pire que le précédent. En lisant, je me suis vraiment dit... Ah, et en fait, Fagin, ça va par rapport à Sykes. En fait, Sykes, ça va par rapport à Monks. Ouais, putain, en fait, Monks, ça va par rapport à Fagin, quel gros sac à merde. Je me suis dit ça à un point précis du roman que je peux pas spoiler, on en parle demain après-midi sur Twitch. Mais dans la deuxième catégorie, les personnages qui veulent protéger Oliver, il y a beaucoup de personnages assez... fadas. D'ailleurs, la fameuse introduction du traducteur ne se prive pas de le faire remarquer. Mais il y a deux personnages que je veux quand même souligner parce que ils m'ont beaucoup touché, ou plus précisément, elles m'ont beaucoup touché. D'abord, il y a Nancy, la membre du club de Fagin qui reste à la rue malgré la porte de sortie qui va se présenter à elle à de multiples reprises dans le roman, par amour pour Sykes. Un chapitre en particulier m'a vraiment beaucoup marqué. Je ne peux pas en parler sans spoiler, donc on en parle demain après-midi sur Twitch là encore. Et l'autre personnage, c'est Rose Maylie, la fille adoptive de Madame Maylie.
Et ça, je serais évidemment passé à côté sans l'introduction de Silver Mono. Rose est directement inspirée de la belle-sœur de Charles Dickens, Mary Hogarth, décédée à 16 ans durant l'écriture d'Oliver Twist. Et Dickens adorait sa belle-sœur. Elle avait vraiment l'air d'être un rayon de soleil dans sa vie, et c'est touchant parce qu'à un moment donné, Rose Maylie tombe malade, comme Mary dans la vraie vie, et Dickens décide de l'épargner. C'est émouvant d'imaginer Dickens sauver, entre guillemets, cette jeune femme qu'il aimait très fort avec l'écriture. D'autant que à chaque fois, il la décrit comme un ange de bonté, de générosité, de compréhension. Le roman se termine d'ailleurs pratiquement sur allez, ça me casse les couilles de laisser mes personnages... C'est mieux écrit que ça, hein, mais voilà, c'est l'idée. Ça m'attriste de les laisser, mais mon roman est fini, donc je dois laisser Rose Maylie et compagnie. Enfin voilà, cette histoire-là m'a pas mal ému. En termes d'expérience de lecture, moi ça m'a pris 12 heures, et le roman a la marque des très bons livres. Je continue d'y penser une fois le livre fermé. J'étais encore à la fois avec les personnages. Est-ce qu'Oliver a enfin trouvé une famille? Est-il à l'abri de Fagin? Qui est ce dangereux monstre qui a l'air de vouloir corrompre Oliver ou le tuer? Est-ce que Nancy va pouvoir s'en sortir? Mais j'étais aussi encore dans la ville décrite par Dickens. C'est Londres, mais un Londres qui n'est que ruelles, venelles, issues dérobées, de ponts. C'est un Londres labyrinthique, jalonné de planques infâmes, de caves étroites dans lesquelles Oliver finit parfois par être enfermé. C'est à la fois labyrinthique et un peu claustro, comme peinture de Londres. Moi, ce que je vous conseillerais, c'est de faire comme moi. Le roman est paru en feuilleton à l'origine, à raison de 2 ou 3 chapitres par mois. Je vous conseille de regarder la page Wikipédia du livre, comme ça, vous aurez les dates de parution, et mine de rien, ça rythme la lecture de se dire, là, les lecteurs devaient attendre 1 mois pour connaître la suite. Quand c'est 52 chapitres, tu peux te dire, bon, c'est un peu long, mais quand c'est 2 chapitres, puis 3 chapitres, puis 2 chapitres, etc., bah, tu vois mieux les cliffhangers, comme on dit aujourd'hui, et moi, ça m'a investi davantage. Je le dis pas toujours pour les classiques, en fait je le dis pas souvent pour les classiques, mais très très chaude recommandation, très agréable lecture, et là pour ce coup-ci, il n'y a pas match. Le livre est 10 fois meilleur que le film, alors le dessin animé est sympatoche, hein. Le roman est excellent. Mais que m'aperçois-je soudainement alors que mon texte défile sous mes yeux? C'est le premier coin lecture de juillet. Mais vous savez ce que ça veut dire? C'est sous cette vidéo que vous pouvez proposer les romans qui s'affronteront dans le tournoi pour le coin lecture spécial. Vos suggestions. Petit rappel rapide des règles. Un seul roman par commentaire, et j'ai bien dit roman. Pas de nouvelles, pas de BD, comics, manga, pas de théâtre, pas de poésie, pas d'essai, pas de banane, pas de plante en pot, pas de pyramide de Gizeh, bref, tout ce qui n'est pas un roman ne sera pas pris en compte. Et petite règle, comme ça, additionnelle, vous avez la parole, mais c'est moi qui choisis, d'accord? Et je me réserve le droit de supprimer un roman de la compétition à tout moment. Cela étant dit, je vous laisse me faire vos suggestions, je prendrai les 480 premières suggestions et elles s'affronteront tout au long des mois d'août et septembre pour que je puisse les commander en octobre, les lire en novembre et vous en faire la critique en décembre. Bonne suggestion à toutes et tous et à la prochaine. Ciao!